Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le mardi 18 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui à la une de votre épisode, Proxystore, une PME de Wavre qui vend des espaces publicitaires, se bat contre le géant américain Google, à la fois son fournisseur et son concurrent. C'est pas un combat facile qui dure depuis maintenant 7 ans. Toutes ces régies ont aujourd'hui disparu au profit d'un seul acteur, Google. Avec un budget de 4 milliards d'euros à trouver et 800 milliards d'euros à allouer, en Belgique, la défense est au centre des discussions. Pourtant, l'une des régions rapporte plus. Et 1,8 milliard sont réalisés par la Wallonie. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Proxystore, une PME de Wavre qui vend des espaces publicitaires pour les journaux belges, a développé une technologie qui géocalise l'audience et diffuse des publicités ciblées via une plateforme Google. En février, l'entreprise a été coupée pendant 76 heures par l'entreprise américaine. Malheureusement, nous n'avons plus énormément de concurrents pour afficher les publicités, pour acheter de l'espace publicitaire sur les éditeurs avec lesquels nous travaillons. Nous sommes obligés de passer par une plateforme qui s'appelle Google Authorized Buyer. Et effectivement, c'est l'accès à cette plateforme qui nous a été coupé unilatéralement par Google le 1er février dernier. Comme l'explique Bruno Van Boeck, CEO de Proxystore, les décisions judiciaires sont en faveur de Proxystore. Google doit verser 76 millions d'euros de préjudice. Le montant sera gelé sur le compte de Google en Irlande par Citibank. La prochaine étape, elle est assez simple, c'est que là, ici, nous attendons la réaction du ministère de la Justice en Irlande. Elle devait déjà s'exécuter vendredi. Ça n'a pas encore été le cas au moment où je vous parle, on s'en étonne. J'espère qu'ils vont le faire, puisque c'est une procédure européenne. Ils doivent s'exécuter. Et que doivent-ils faire? Saisir la banque de Google pour bloquer ces 76 millions qui nous sont dus selon la Cour d'appel de Bruxelles. Depuis des années, Proxystore est en conflit avec Google pour violation de ses brevets belges et européens sur la géolocalisation. C'est pas un combat facile qui dure depuis maintenant 7 ans. D'abord sur des brevets, ensuite sur un abus de position dominante où nous sommes reconnus comme victimes par l'autorité française de la concurrence. Et aujourd'hui, on nous coupe nos accès au moment même où il y a des auditions en plus au parquet de Bruxelles dans un dossier que nous avons déposé par rapport justement à la procédure sur les brevets. Avec une valorisation d'environ 30 millions d'euros, Proxystore est à la fois cliente et concurrente du géant américain. Elle est loin des 2 milliards de capitalisation boursière de Google, mais la PME ne compte pas se laisser faire. Bruno Van Boeck pour terminer. Début 2000, nous étions 23 régies à exercer ce métier. Toutes ces régies ont aujourd'hui disparu au profit d'un seul acteur, Google. Google affirme que le blocage de février est dû à des factures impayées. Mais pour Proxystore, faire geler le compte bancaire de Google serait déjà une belle victoire pour la petite entreprise brabançonne. Z sur 7 à la une. En Belgique, la Wallonie domine l'industrie de la défense, l'un des rares secteurs dans lequel elle surpasse la Flandre. La répartition des 800 milliards du plan ReArm Europe n'a pas encore été définie. Il est certain cependant que l'Europe et la Belgique veulent investir dans la défense et comme le souligne Clarisse Ramakers, directrice générale d'Agoria, la Wallonie porte ce secteur. Le chiffre d'affaires qui provient des activités de défense est de 2 milliards pour la Belgique et 1,8 milliard sont réalisés par la Wallonie. 5 000 emplois au global, 4 000 emplois en Wallonie. Agoria estime que les emplois doublent dans le secteur où le savoir-faire belge et wallon s'étend sur plusieurs domaines. En Belgique, on a des entreprises qui ont de vraies expertises en production de véhicules blindés, tout ce qui est aussi munitions, tout ce qui est poudre d'armement également. Et on a aussi pas mal de compétences au niveau de la cybersécurité et de la manière de pouvoir faire des systèmes embarqués sur les produits défense. Mais, comme le précise Clarisse Ramakers, il faudra répondre à une demande qui ne fera que croître.
Les entreprises, pour pouvoir augmenter les capacités de production, doivent pouvoir répondre à des commandes qui sont concrètes. Et donc, entre les annonces qui sont très importantes à l'heure actuelle, on doit assez rapidement passer à la concrétisation et on sait que ça prendra entre 4 ou 5 ans pour pouvoir vraiment avoir assis le réarmement de l'Europe et que la Belgique joue une place centrale dans ce réarmement. Plusieurs entreprises européennes devront unir leurs forces pour pouvoir répondre à cette hausse de la demande. Pour le moment, on doit surtout faire l'inventaire de nos capacités et des secteurs, des segments dans lesquels on a vraiment une longueur d'avance en Wallonie pour pouvoir les faire valoir au niveau européen, pour pouvoir entrer dans des projets européens avec d'autres pays, parce qu'on sait que ces projets de développement ne se feront pas à l'échelle de la Belgique seule. Le nouveau plan d'investissement doit encore être approuvé, mais Theo Franken veut atteindre les 2% du PIB annoncés d'ici juin. Nous devrons trouver 4 milliards d'euros d'ici le prochain sommet de l'OTAN. Z sur 7 à la une. 2020, l'année du Covid, du confinement et de la fermeture des restaurants. Un secteur qui, comme le rapporte David Debain, vice-président d'Horeca Bruxelles, a souffert durant cette période. Ça a été un très grand choc pour le secteur, puisque le mercredi, on nous annonçait que le vendredi, il fallait fermer à 23h pour une période indéterminée. Donc ça a été vraiment très très problématique pour le secteur. On ne savait pas vers où on allait aller, ce qui allait arriver. Donc ça a été vraiment un très très grand choc. Le secteur de l'Horeca a signé un manifeste à Bruxelles pour revaloriser leur métier et attirer le personnel perdu pendant la période du Covid. Laure Van Ranst, directrice générale d'Horeca Format Bipro, explique que les établissements veulent se montrer plus attractifs. On a réfléchi à l'ouverture, à l'amplitude de l'ouverture pour pouvoir offrir des contrats avec sans service coupé, avec 2 jours de congé, voire parfois même 3 jours de congé par semaine. Il y a vraiment toute une réflexion qui a eu lieu au sein des entreprises pour pouvoir apporter plus de bien-être aux travailleurs. De son côté, Rodolphe de Weyenberg, secrétaire général de Brussels Hotels Association, précise que les demandeurs d'emploi sont là, mais qu'ils sont difficiles à convaincre. Post-Covid, il y a eu certaines difficultés dans le recrutement. Aujourd'hui, ce qu'on constate plutôt, c'est que ça met plus de temps qu'avant. Il faut mieux communiquer sur les offres d'emploi, mettre en avant sa proposition de valeur en tant qu'entreprise. Mais lorsque c'est fait, finalement, le matching s'opère entre les hôtels et les demandeurs d'emploi. Une campagne de promotion a été mise en place pour mettre en avant les avantages de l'Horeca et les nombreuses formations disponibles. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Les agents IA sont de plus en plus présents. Aujourd'hui, avec Christophe Charlot, on va s'y intéresser et comprendre comment OpenAI va faire en sorte d'aider les entreprises à incorporer ces agents dans leur quotidien. Pour commencer, OpenAI va mettre à disposition des outils pour permettre aux entreprises de créer leurs agents IA. Mais avant de les présenter, les agents IA, c'est quoi ? Alors, les agents IA, on en a déjà parlé ici, ce sont des intelligences artificielles qui sont capables en fait d'exécuter des tâches spécifiques sans intervention et sans demande humaine. Donc, ce sont des intelligences artificielles qui comprennent les instructions, qui sont capables d'interagir avec des systèmes et capables de prendre des décisions en fonction des données disponibles. Dans différents domaines, mais évidemment beaucoup de tâches administratives ou l'exploration de données sur le web ou l'automatisation de certains services clients. Concrètement, pour vous donner un exemple, aujourd'hui on peut déjà demander à une intelligence artificielle de générer une réponse à un email spécifique. Donc on lui a introduit l'email et on lui dit, voilà, réponds et dis ceci, cela. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, ces intelligences artificielles vont pouvoir prendre des actions sans qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'elles vont voir arriver l'email, elles vont le lire quelque part, elles vont le comprendre, elles vont comprendre les questions et elles vont générer elles-mêmes une réponse sur base des informations à disposition. Alors dans un premier temps, sous supervision humaine, c'est-à-dire qu'on va soumettre à l'humain, à l'utilisateur, la réponse qui acceptera ou fera des amendements. Et pourquoi pas, à un moment donné, l'intelligence artificielle pourra automatiquement faire l'envoi sans même de supervision humaine.
C'est dans ce cadre qu'OpenAI lance son API Responses. Mais quel est son objectif ? OpenAI a récemment effectivement dévoilé un nouveau service qu'il faut voir comme une boîte à outils qui est destinée aux développeurs pour la création d'agents IA autonomes, donc capables d'exécuter ces fameuses tâches dont je vous parlais. En fait, ce sont des outils qui vont permettre aux développeurs de créer ces agents adaptés évidemment aux besoins spécifiques des entreprises pour lesquelles ils vont travailler. Donc c'est quelque part permettre aux entreprises d'elles-mêmes développer leurs propres agents d'IA. Alors bon, il y a plusieurs outils, il y a des outils pour tels que des clics de souris ou des actions au clavier qui seront exécutables, permettant d'automatiser des workflows, par exemple basés sur le navigateur, la réalisation de tests qualité sur des applications web, l'exécution de tâches de saisie, des choses qui sont un petit peu répétitives. C'est des outils qui vont aussi permettre d'explorer des vastes bases de données pour retrouver facilement des fichiers ou des informations spécifiques. Donc, en fait, ça c'est un peu technique, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir donner aux développeurs des entreprises des boîtes à outils. Et pour terminer, quelles sont les perspectives d'avenir pour les agents IA et pourquoi OpenAI lance-t-elle un tel service ? Mais les agents IA, c'est vraiment une avancée majeure. Donc c'est encore un petit peu le début, mais c'est vraiment l'intelligence artificielle nouvelle génération. Alors je sais que ça va déjà très vite parce que certains ont un peu du mal à s'habituer quelque part ou à intégrer totalement l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc là on est déjà un step plus loin. Alors OpenAI bien sûr qui est à la pointe veut s'inscrire dans cette évolution en fournissant aux développeurs les outils nécessaires pour créer ces agents qui vont être capables d'accomplir des tâches de manière autonome, comme je le disais. Donc c'est une initiative qui finalement est assez logique. OpenAI reflète quelque part la tendance croissante dans le secteur technologique. Et OpenAI veut se positionner très tôt comme une aide aux opérateurs, aux développeurs, aux entreprises et fournir un maximum d'outils quelque part pour se rendre indispensable, mais aussi dessiner quelque part et être bien présent sur le créneau de l'intelligence artificielle, on va dire 2.0, l'intelligence artificielle du futur. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Avant d'examiner les marchés boursiers et les actions, vous pouvez, vous aussi, investir 100 000 € d'argent virtuel en participant au Trendst Invest Challenge. Vous pouvez gagner un portefeuille d'investissement de 10 000 € ou les 1 000 € hebdomadaires. Inscrivez-vous sur www.investchallenge.be pour participer. Et pour vous donner quelques conseils pour vous lancer, Éric Joly, chef en investissement chez ABN AMRO, vient donner son analyse sur le cours des marchés boursiers. La tendance semble s'être inversée puisque la bourse américaine est en baisse, alors qu'en Europe, elle est en hausse. Du côté du marché chinois, on observe une croissance, à l'inverse du marché indien. Il faut savoir que la bourse de Bombay a atteint son sommet historique en septembre de l'année passée. Depuis lors, et ce maintenant pour une période de 5 mois d'affilée, on voit que le marché est en phase de correction. On pourrait même parler de la baisse la plus importante sur les 29 dernières années. Et entre-temps, il y a quand même déjà un montant de 900 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière qui est parti en fumée. Une évolution qui s'explique par plusieurs facteurs. Il faut savoir qu'un investissement en bourse a été fortement encouragé ces dernières années. D'ailleurs, on le constate, il y a 6 ans, une famille indienne sur 14 avait des avoirs en bourse. Aujourd'hui, on parle d'une famille sur 5, grâce notamment à l'explosion des comptes SIP, Systematic Investment Plans. Le nombre de ces comptes SIP est en nette hausse. Il y a 5 ans, on en avait 34 millions. Aujourd'hui, on dépasse déjà les 100 millions de comptes SIP, pour vous dire que ça va excessivement vite. Les sorties de capitaux ont peut-être cessé, mais il me semble que le tableau macroéconomique plus large reste essentiel. On l'a vu pendant
le 3e trimestre de l'année passée, la croissance était un tout petit peu en dessous des attentes des analystes. La consommation traînait un peu de la patte, ce qui a fait que les résultats de certaines sociétés n'étaient pas top. De notre côté, on voit que la Banque centrale indienne intervient. On l'a vu dans le courant du mois de février. Elle a coupé dans ses taux directeurs 25 points de base. Vraisemblablement qu'elle le refera dans le courant du mois d'avril. Et puis on voit aussi que le gouvernement est prêt à accepter un déficit budgétaire de 4,90%. En plus, ils vont quand même diminuer un tout petit peu les impôts à concurrence de 12 milliards de dollars, ce qui veut donc dire qu'on peut quand même raisonnablement partir de l'hypothèse que la consommation devrait reprendre des couleurs dans les semaines et dans les mois à venir. D'autres tendances structurelles à long terme sont susceptibles de soutenir la croissance en Inde. Très clairement, à long terme, on voit que le revenu par habitant est en hausse. En 2023, on parlait encore de $2 700. 2024, presque 3 000. Et puis, il y a la connaissance de l'anglais et il y a le système de l'éducation qui est tout à fait correct. Et donc, c'est un continent qui offre quand même pas mal de possibilités. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'une société comme Goldman Sachs a construit son 2e centre financier le plus important au monde, justement en Inde. Le marché indien semble résistant, comme il l'a prouvé ces 30 dernières années. La croissance devrait atteindre les 14 à 15% cette année, contre 11% l'année passée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser donnera son point de vue sur l'Europe et les guerres commerciales auxquelles elle fait face. Vous retrouverez également vos analyses quotidiennes sur le monde économique. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.